Portez un autre regard sur le handicap avec Grégory Cuiron et Apicil, groupe de protection sociale. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau décor de Greg les Cuisine Tous. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de médias et handicap. Alors, pourquoi créer un média consacré exclusivement au handicap? Est-ce que le digital peut permettre à certaines pathologies de résoudre des problèmes au quotidien? Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Gilles Barbier, Nicolas Bissardon et Olivier Courtois. Donc vous travaillez tous les trois pour handicap.fr. Gilles, c'est toi qui l'as créé en 2002. Oui. Donc, tu as 53 ans, 3 enfants. Entrepreneur touche à tout, tu as été commissaire général du salon Handicap de 91 à 2007. Ouais. Tu as même gagné un prix littéraire qui n'a strictement rien à voir. En 2016. En 2016, toi Olivier, tu t'es occupé du développement du site handicap.fr en 2002. Tout à fait. Ensuite, tu as rejoint l'entreprise en 2005, je crois. Oui. Quant à toi Nicolas, donc, après des études de marketing, tu as rejoint handicap.fr en 2002 pour en être le directeur commercial. Le stagiaire. Ah, D'abord, le stagiaire d'abord. Avant de devenir le directeur commercial, oui, tout à fait. Alors, handicap.fr, c'est quoi et qui faites-vous exactement? Handicap.fr, c'est d'abord un média qui a chaque année un peu plus de 5 millions d'internautes qui viennent sur le site. Et notre rôle, c'est de diffuser de l'information et de pouvoir apporter d'autres éclairages sur le handicap que d'autres journaux qu'on connaît depuis très longtemps et qui ont tout à fait leur rôle à jouer. Et puis c'est aussi l'occasion de permettre de connaître en fait toutes les matériels, les aides techniques, les innovations qui existent dans le secteur du handicap. Et la troisième chose, c'est de permettre de contribuer, d'arriver à ce que, grâce à nos événements digitaux et le handicap, le recrutement de travailleurs handicapés en entreprise. Et ces événements et le handicap sont essentiellement dirigés par Nicolas qui est ici. D'accord, donc toi tu es plutôt spécialisé dans ce recrutement virtuel. Ouais, mon dada c'est le travail et l'intégration dans la vie ordinaire, dans la vie civile pour les candidats qui le peuvent, et ils sont nombreux, et notamment à travers le digital. Très bien. Qui accélère la rencontre. Et toi Olivier, tu fais quoi alors chez handicap.fr? Mon but est de faire que tous ces outils restent disponibles pour tous les utilisateurs et notamment veiller à l'accessibilité du site, c'est-à-dire que quel que soit le handicap éventuellement de l'internaute, il puisse accéder aux pages et aller lire et accéder à leur contenu. Il y a une dimension technique. Oui, exactement. Je vais commencer par Olivier. Quel est ton vin préféré? Donc un Pinot Gris de la maison Weinbar en Alsace, un vin structuré, floral, riche, très joli. Tu as une acquaintance particulière pour les vins alsaciens ou la région ou c'est vraiment quelque chose curieusement oui, alors que c'est pas du tout ma région d'origine, mais j'aime beaucoup les vins alsaciens. C'est une très belle région pour le très beau cépage. Nicolas, alors toi, qu'est-ce que tu aimes manger? Alors j'ai envie de te dire les tapas pour pouvoir les partager et pour pouvoir goûter à tout. D'accord, et pas un produit en particulier parce que c'est vaste les tapas. La charcute. D'accord, la charcuterie. Pas très original, mais c'est une valeur refuge. Toi qui as un véritable cordon bleu, Gilles, quelle est ta spécialité? Moi, le poulet à l'antillaise. D'accord, très bien. Ouais. Et tu mets quoi dedans? D'abord, faire la sauce, c'est le plus important. On la fait mariner toute la nuit. Et après, on fait les cuisses de poulet au barbecue. Alors, je fais du riz aussi, bien entendu, avec. Bon, vous m'avez mis en appétit, donc moi, je vous propose de passer au plat principal. Gilles, comment on en arrive à avoir une idée aussi folle que créer un média consacré exclusivement au handicap? Surtout il y a 16 ans, c'était pas trop à la mode. Oui, il y a 16 ans, le projet il a démarré il y a 18 ans exactement. Et c'est vrai que pour réunir des partenaires pour faire le site, à l'époque, il fallait que je justifie de l'internet, combien de gens étaient connectés, qui l'utilisaient, comment, etc. Et effectivement, une bonne moitié des entreprises n'avaient pas de site internet. L'idée, quand même, au départ, c'était de permettre d'avoir un site internet qui donne de l'information au plus grand nombre. Et de manière assez différente. Et aussi de pouvoir créer un certain nombre de services digitaux qui soient à la fois dans l'autonomie ou à la fois dans l'emploi, qui permettent en fait à chacun, tous les gens concernés, de gagner en autonomie dans la vie quotidienne. Et handicap.fr sur 16 ans a été assez innovant, y compris sur des choses non digitales, puisqu'on a créé des ficelles de films d'entreprise sur le handicap pour justement aussi permettre aux boîtes d'avoir une meilleure perception des choses et surtout d'avoir des actions plus efficaces.
Et puis effectivement, en termes techno, par exemple, notre dernier né, qui a quelques années maintenant, c'est les salons Hello Handicap, qui sont consacrés à l'emploi des personnes handicapées et qui sont dirigés par Nicolas. On dit que le digital et son essor, c'est une véritable opportunité pour le monde du handicap, même si il y a plein de handicaps différents bien évidemment. Sous cet angle-là, pour Hello Handicap, ça apporte quoi exactement? Alors Hello Handicap est une belle illustration de l'intérêt du digital appliqué à l'emploi. D'abord, les personnes handicapées sont généralement plutôt technophiles parce que la techno dématérialise les contraintes. Donc ça, c'est assez évident pour les personnes porteuses d'un handicap visible. Et pour les personnes porteuses de handicap invisible, ce qui est tout de même le plus grand nombre, la majorité, tout à fait, 80%. Et ben, ça permet de préserver la confidentialité de leur situation, sans avoir à s'afficher ou à affirmer à haute voix être concerné, étant donné que le chemin de l'acceptation est parfois plus ou moins long. Et un chef d'entreprise qui recrute, comment il a accès à ce service-là? Alors pour lui, il y a aussi des avantages, notamment la dématérialisation des contraintes qui permet d'avoir une opération à l'échelle nationale et de recruter partout sans avoir à mobiliser des équipes et des moyens, des ressources. Et c'est très simple, à l'image d'un salon, il s'inscrit, il participe en créant son stand, diffusant ses offres d'emploi et en recevant les candidatures en ligne. Et c'est un peu sous forme de CV anonyme que ça s'opère? Parce que tu parlais des handicaps, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément quel est le handicap. C'est le candidat qui choisit quel employeur peut visualiser son CV. Donc on a un peu inversé les rôles, ce qui donne du pouvoir aux candidats et leur permet d'être à l'aise au moment de l'entretien. Et en termes de résultats, il y a eu beaucoup d'embauches grâce à cette plateforme? Énormément. On en compte plusieurs milliers depuis la création des salons en ligne. Et aujourd'hui, on organise 3 salons en ligne par an au mois de février, avril et octobre afin de répondre à toutes les attentes de tous les candidats et de toutes les entreprises. Et les gens qui veulent candidater, il suffit de se rendre sur le site handicap.fr? Gratuitement sur hellohandicap.fr. Très bien. Merci beaucoup. Et comment on orchestre ça, Olivier? Parce que bon, il y a de la technique derrière tout ça. Nicolas a très bien dit que la technique permettait de dématérialiser un certain nombre de difficultés qui pouvaient se poser aux personnes en situation de handicap. Le rôle de la technique dans ce cas-là, c'est de ne pas créer de nouveaux obstacles en fait. C'est-à-dire par exemple, quand on passe à l'ensemble des handicaps, que ce soit malvoyance, malentendance, etc., tous ces handicaps peuvent créer des difficultés pour l'accès à une page web, à son contenu. Le rôle de la technique va être de veiller à ce que toutes ces personnes puissent accéder facilement depuis leur navigateur sans avoir des contraintes particulières. L'exemple très simple, c'est la vidéo, c'est-à-dire une vidéo, c'est un média assez simple, mais si je ne le vois pas ou si je ne l'entends pas, est-ce que je ne perds pas une partie du contenu? L'idée est donc d'offrir un certain nombre de possibilités pour ces personnes dans ces situations-là d'accéder au contenu et de ne rien en perdre. D'accord, l'idée c'est de perdre personne au passage et surtout de réaliser les objectifs fixés par nos amis Gilles et Nicolas. Voilà, le grand mot à la mode, c'est l'inclusion. Effectivement, c'est de ne pas perdre les gens. Par le biais du salon virtuel, on leur ôte tout un tas de problématiques qu'ils pourraient rencontrer. Il ne faut pas en créer de nouvelles. Vraiment, c'est vraiment ça le mot-clé. Ouais, donc on parle souvent d'inclusion. D'ailleurs, la petite différence entre inclusion et intégration, c'est intégration, c'est essayer de faire rentrer des gens auxquels on n'a pas pensé dans un système préexistant, alors que l'inclusion, c'est penser le système et afin qu'il la conception universelle, c'est ça, c'est l'enjeu. Et c'est ce qui est le cas des salons de recrutement en ligne, puisqu'ils ne sont pas conçus spécifiquement pour les personnes handicapées, mais ils peuvent se faire pour tout type de population. En allant jusqu'à la participation. Parce que faire partie ne veut pas dire forcément participer, alors que pour avoir un rôle, il faut rendre les choses possibles parfois. Super, mais écoutez, merci beaucoup. Là, je pense qu'on en sait déjà beaucoup plus, mais ce n'est pas terminé. On va juste faire un petit interlude et là on va retrouver Memona Interman qui est une membre du CSA en charge de la diversité qui va nous parler de handicap et de médias. C'est un choix pour moi de travailler sur les discriminations. C'est pour cela que je souhaitais venir au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous savez que ce soit les discriminations en général, sur la couleur de peau, sur les origines, sur l'origine sociale, la pauvreté en particulier,
Toutes ces discriminations, y compris le handicap, au fond, obéissent aux mêmes ressorts mentaux. On exclut l'autre, on ne veut pas le voir, parce qu'il ne nous ressemble pas, il nous fait peur. On n'a pas envie de le fréquenter, on ne sait pas comment il vit. Comment peut-il supporter sa vie avec un bras qui manque, ou une jambe qui est comme ci, ou peut-être une maladie psychique? Ne pas vouloir le fréquenter nous permet de nous protéger. Ce qui me permet de faire comprendre aux chaînes qu'elles doivent respecter les devoirs civiques, c'est le droit. Leur dire, vous devez respecter la loi. Simplement, la loi en France sur le respect de la diversité à la française, hein, le handicap, la pauvreté, le genre, l'origine sociale par exemple, ou ethnique, ce qui manque dans le droit, c'est une base très solide qui permettrait aux régulateurs de l'audiovisuel de sanctionner, de prendre des sanctions qui soient respectées. Finalement, en allant les voir aussi, en leur disant, écoutez, vous voyez bien que ça ne marche pas comme ça, que votre télévision et vos micros et vos caméras ne reflètent pas la société, c'est dépasser cette première barrière humaine pour aller vers l'essence absolue de l'humanité et de voir l'autre pour ce qu'il est et pas pour ce qu'on prête comme qualité ou comme défaut. Alors maintenant, c'est l'heure du dessert. Une question simple, mais qui concerne chacun d'entre vous. C'est qu'est-ce qui vous éveille les papilles? Quelle est la raison pour laquelle vous vous levez le matin? Quel est le moteur de votre vie? On va commencer par Nicolas. Merci. J'ai envie de dire l'égalité des chances. C'est pour moi un combat. Oui, si tu veux, un combat qui me parle et qui me paraît être une évidence en 2018. Gilles. Moi, c'est créer et faire bouger les lignes. Bah, ça se rejoint. Ah, bah oui, on n'est pas associé par hasard. Ouais. Et toi, Olivier? Je vais être un peu peut-être tranché. C'est une vieille devise latine, age quod agis, fais ce que tu fais. Donc fais bien ce que tu fais. Et j'ai l'impression qu'au sein de handicap.fr, on peut faire ça, c'est-à-dire faire avancer les choses et essayer de bien les faire. Ah, c'est marrant, je trouve que ça correspond bien à chacune de vos fonctions, vos moteurs, mais c'est tant mieux, ça crée une chouette émulation. Et enfin, justement, à propos d'émulation, vous avez quoi comme projet pour handicap.fr ou en restant dans la sphère du handicap pour le futur? On a quelques-uns, enfin on peut en dire un ou deux. D'abord, on va développer encore le média et on va renforcer l'équipe, entre autres sur tout ce qui est en fait image. Ouais. Créer du contenu, plus de contenu. Plus de contenu en image en fait. Donc on est une équipe qui va se créer sur Paris à la fin du mois d'octobre. Et puis après, on a tout un plan de développement par rapport à nos événements virtuels de recrutement et qu'on veut développer dans d'autres secteurs que le handicap. C'est un peu, Nicolas, la joie toujours de dire que de faire des choses qui viennent de ce secteur-là et qui profitent au plus grand nombre. On le dira après une fois qu'on l'aura fait, c'est ça? On va dire ça, ouais. Très bien, bah écoutez, moi je vous souhaite bon courage. On peut vous retrouver sur handicap.fr. Toutes les secondes de la vie. Toutes les secondes de la vie, donc on n'hésite pas. Quant à nous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Greg les Cuisines Tous. Portez un autre regard sur le handicap avec Grégory Cuiron et Apicil, groupe de protection sociale. 2 fois par